Bonsoir à tous. Alors, je m'excuse par avance, ça va être un peu compliqué, mais un problème d'ordinateur, c'est toujours la même chose. Donc, j'en ai une partie là, une partie là. Et les vidéos, je devrais les passer un peu manuellement, donc je m'excuse pour ça. J'ai pas prévu l'adaptateur qu'il fallait. Alors, je vais revenir sur un point. Moi, comme ça a été défini dans ma courte biographie, je suis principalement ingénieur à la base. Et mon travail de tous les jours, c'est du développement de dispositifs technologiques d'assistance au handicap. Et donc, mon expertise est là-dedans. Alors, il se trouve que quand on travaille à l'heure actuelle sur l'homme, sur les réparations humaines, on se retrouve embringué dans tout un tas de choses autour de l'homme augmenté. Et donc, c'est dans ce cadre-là que je m'intéresse à cette question. Et je vais essayer de souligner ce soir un peu l'impact que, même moi, chercheur sur des dispositifs d'orthèse ou de prothèses basiques, est impacté là-dessus, comment les patients le sont aussi. Et donc, plutôt que le transhumanisme est-il l'avenir de l'homme, je n'ai pas la réponse à cette question, puis ça dépasse le cadre de mon expertise d'un point de vue philosophique, d'un point de vue éthique. Je vais recentrer un peu sur le débat, même si je vais introduire certains de ces concepts. Donc, alors concrètement, en fait, ce sur quoi je travaille, les vidéos ne passent pas, mais attendez, peut-être que... Hop, non, c'est pas la bonne, forcément. Attendez, vue, liste de lecture... Ça va pas être pratique. Ça va pas être pratique. Alors attendez, hop. Je vais passer sur celle-ci. On verra pour la suite des vidéos plus fondamentales. C'était simplement un slide qui expliquait à peu près ce que je fais. Alors attendez, full screen, c'est CTRL-L, je saurai. Donc j'appartiens à une équipe de recherche qui s'appelle AGAT, pour assistance au geste et applications thérapeutiques. On est une des seules équipes de robotique qui est labellisée INSERM, donc on appartient aussi à l'Institut national supérieur de la recherche, enfin d'études et de recherche médicale. Et donc, en fait, on prend le paradigme suivant, qui est qu'on essaie d'assister le geste, qui soit expert. Donc, on va avoir une partie de robotique chirurgicale où on essaie d'aider des chirurgiens qui pratiquent des opérations très complexes, de la paroscopie, où pendant 7 heures, ils sont sur un patient avec des outils assez compliqués. Et on essaie aussi d'assister le geste pathologique. Et donc là, c'est un exemple d'application sur laquelle je travaille, donc du contrôle de prothèses exploitant les phénomènes de membres fantômes. Là, on ne le voit pas, mais des dispositifs qui exploitent les coordinations motrices, de l'assistance au geste, de la rééducation neuromotrice avec des exosquelettes pour des patients post-AVC. Donc là, on n'est pas sur des dispositifs d'assistance, on est sur des systèmes de rééducation. Donc la personne va passer un peu de temps avec pour récupérer des capacités fonctionnelles et ensuite retourner chez elle. Elle ne repart pas avec le dispositif. C'est pas un système d'assistance. Donc voilà à peu près. Et donc les gens avec qui je collabore et que j'encadre sur ces sujets-là. Et donc, avant de démarrer un peu ma présentation qui va consister surtout à dresser un état des lieux des avancées technologiques de ces dispositifs de réparation du corps, je vais revenir un peu sur ce que c'est que le transhumanisme, parce qu'on entend beaucoup de fantasmes et de trucs plus ou moins fantasques dessus. Donc je vais donner une illustration du courant, du moins à ses débuts, lorsqu'il était très intéressé à ce qu'on appelle les technologies d'augmentation ou les Human Enhancement Technologies, les HET, comme elles étaient définies. On va voir qu'à l'heure actuelle, j'en dirai quelques mots, même si je suis moins spécialiste de leur revirement idéologique, mais ils s'intéressent à des questions beaucoup plus de gestion des risques et au niveau de l'humanité, d'intelligence artificielle. Ils ont un peu abandonné cet aspect qui, moi, m'intéresse, de l'homme augmenté. Donc le transhumanisme, en fait, qu'est-ce que c'est ? C'est un courant intellectuel et culturel, en fait, à la base, qui est né dans les années 80 en Californie et qui prône, en fait, l'usage de toutes les technologies, les sciences et techniques, pour améliorer les caractéristiques de l'espèce humaine, d'atteindre une transcendance, c'est-à-dire de dépasser nos conditions biologiques de mortels, d'abroger la souffrance, de considérer, en fait, comme la phrase est inscrite là-dessus, qui est issue d'un rapport du Conseil consultatif national d'éthique en 2013. L'idée, en fait, derrière des transhumanistes, c'est que l'humain n'a pas atteint son évolution, son stade ultime, et qu'on peut encore évoluer, notamment à l'aide de la technique, pour s'affranchir de tous les mécanismes de régulation biologique qui existent encore. Considérer en fait que l'humain, le standard actuel n'est pas un standard figé et qu'on peut aller au-delà. Et donc les courants idéologiques transhumanistes considèrent que le handicap, la souffrance et la vieillesse sont des choses inutiles et indésirables. Et donc l'idée est d'abroger la souffrance sur Terre en quelque sorte. Donc c'est une idéologie quand même qui est utilitariste et très libéraliste. Et donc les penseurs, il y a différents courants en interne qui se battent assez régulièrement sur des orientations à donner. Et c'est un courant qui n'est pas très unifié.
Et donc, leur moyen d'atteindre en fait ce nouvel état, cette transcendance de l'espèce humaine, ce sont les Human Enhancement Technologies, et notamment en fait la convergence de pas mal de technologies qui ont beaucoup progressé ces dernières années, qui ont rapproché sur certains points un peu la science-fiction et qui ont donné à croire que si les nanotechnologies, la biotechnologie, la biomédecine, tout ça se développe aussi rapidement que, par exemple, comme certains le prennent mal, mais la loi de Moore sur l'évolution exponentielle en fait, des puissances de calcul, alors on va arriver vers une espèce de singularité technologique, un renversement dont je parlerai un peu après. Et donc leur moyen, c'est ce qu'on appelle les NBIC. Alors le mot est passé un peu de mode, mais donc ce sont toutes ces nano, bio et technologies de l'information et de la communication. Alors, quelques idéologues en fait un peu du mouvement, alors même si c'est un peu passé, maintenant on ne peut pas forcément les identifier aussi précisément, mais on a des gens alors un peu anecdotiques, j'aime bien les mettre même si en général les spécialistes du domaine les excluent un peu, mais on a FM 2030 qui est un philosophe transhumaniste, un futuriste, quelqu'un qui faisait de la prospective et surtout un artiste. Et donc il a créé, disons que les balbutiements culturels sont nés dans les années 80 dans des courants un peu artistiques underground de Californiens, avec Natasha Vitamore qui est à l'heure actuelle à une place assez importante, on reviendra dessus, qui est aussi une body artiste, body activiste et une des premières philosophes de ce courant-là. Donc ça part plutôt de courant alternatif contre-culture. Donc FM 2030, si on veut des éléments clés, c'est la première personne à s'être fait cryogéniser. Ça montre un peu l'espoir et la vision qu'il y avait des choses. Donc Natasha Vitamore, depuis peu, elle a pris la tête de la communauté principale, le principal organisme identifié qui essaie tant bien que mal de rassembler les différents courants, qui s'appelle H+, Humanity+, et je reviendrai un peu dessus, qui est une... qui, comme vous pouvez le voir, use et abuse de chirurgie et d'autres pratiques pour maintenir un état esthétique poussé. Et puis alors après, on a des vrais idéologues. Et là-dedans, des gens beaucoup plus importants, alors notamment Nick Bostrom, dont vous entendrez assez souvent parler, c'est-à-dire que ce sont des penseurs en fait du courant. Donc Nick Bostrom, c'est un philosophe suédois, qui à l'heure actuelle donc travaille sur le risque existentiel, l'éthique de l'augmentation humaine, et qui est le fondateur de l'Institut pour le futur de l'humanité, qui est hébergé sur le campus de l'Université d'Oxford. Donc on entre dans un autre domaine, on est passé d'un courant culturel à un courant académique qui a une certaine légitimité, avec, je vais en parler un peu après, des variations qu'il y a eu dans ce courant. On a David Pearce, qui est un philosophe qui est un abolitionniste. Donc ces notions en fait, de se battre contre la souffrance et la douleur, elles ont beaucoup été insufflées par ce dernier. On a James Hughes, qui est lui d'un courant dit progressiste, technoprogressiste, donc avec une volonté, contrairement à certains courants libéralistes, de plutôt réfléchir à le progrès, c'est quand il est valable pour tous. Donc d'introduire cette notion, depuis il s'est un peu fait éjecter de la direction de cette communauté qui est gérée maintenant par Vitamore. On va avoir aussi Anders Sandberg qui travaille main dans la main avec Nick Bostrom au Future of Life Institute et qui est très spécialisé sur les technologies de l'enhancement. Et puis on a Raymond Kurzweil, alors qui est un peu anecdotique parce que c'est une figure beaucoup plus médiatique. C'est un entrepreneur, chercheur, c'est un plus prospectiviste, un futurologue qui a fait un certain nombre de prédictions assez justes, mais qui est une sorte de gourou qui, d'un point de vue, ses discours ne sont pas à prendre très au sérieux, même si à l'heure actuelle, il est le directeur de la recherche de Google. Et donc les institutions qui sont associées, il y en a un certain nombre. Alors on va avoir par exemple ce fameux institut pour le futur de l'humanité ou le Future of Life Institute, qui est un institut dont on a entendu parler assez récemment, parce qu'il commence à y avoir d'autres personnes que ces philosophes qui se rassemblent là-dessus, des gens qui sont plutôt du milieu ultralibéral californien, des nouvelles technologies, des créateurs d'entreprises, etc. Vous avez entendu parler de pétitions sur la réflexion sur l'intelligence artificielle et le fait que beaucoup de gens, de chercheurs ont signé une pétition pour limiter ou commencer une réflexion sur ces dispositifs-là. Elle émane de ce Future of Life Institute qui, sous découvert en fait, de réflexion éthique, est plus ou moins engagé idéologiquement. On va avoir H+, qui est donc le nom de la communauté, l'ancien WTA, l'Université de la Singularité,
qui est une sorte d'université ouverte, privée, sur le campus américain de la NASA, qui est financée par des gros groupes comme Google, la NASA, et qui forme, éduque, se veut un think tank, et une sorte d'incubateur de société qui vise à révolutionner l'humanité. Et puis on a, bon, là pour rigoler, le logo de la société française, l'Agence française de transhumanisme, l'AFT Technoprog, qui est plutôt une association de fans, disons, puisque la plupart de ses membres ne sont pas des spécialistes, ni des chercheurs du domaine, ni des philosophes, ni des choses comme ça. Oui ? Ah pardon, j'ai cru qu'il y avait une question. Alors, j'aurais dû faire un peu d'aller-retour entre ce slide et celui d'après. Ça, c'est un peu les dates importantes du courant. Concrètement, le courant, il s'est vraiment cristallisé en 1998 lors de la création du World Transhumanist Association, qui en fait a créé une sorte de manifeste. Son manifeste prenait la forme d'une FAQ, une Frequently Asked Question List. Elle a été créée par Bostrom et Pierce, puis c'est passé ensuite à James Hughes. Donc on est parti d'un courant très libertaire, philosophique, puis ensuite un peu plus technoprogressiste, donc avec des idéaux assez différents, puis vite à mort. Mais ce qui est important en fait, c'est qu'à la base, ils sont définis de la manière suivante, qui est que le but de l'association transhumaniste internationale, c'était d'améliorer la condition humaine par la raison et la technique. Dans le texte de 98, qui a été amendé en 2001-2002, et ils ont ajouté que le deuxième point fondamental, c'est d'étudier les répercussions, dangers et l'éthique de ces pratiques. C'est-à-dire qu'on a des gens qui, au lieu de prôner, se sont plutôt mis sous la forme d'un think tank qui veut engager la réflexion et prévenir le risque d'eux. Ce qui est assez fin et malin de leur part, et ce qui fait qu'à l'heure actuelle, c'est notamment un peu dans cette continuité-là qu'on va avoir dans le Future of Life Institute qui a été créé en 2014, on ne va plus beaucoup parler d'augmentation humaine, de ces choses-là, mais on va parler plutôt de risques existentiels, de l'avenir de l'humanité, et donc on va avoir des gens comme Elon Musk, dont vous avez tous entendu parler, qui vont financer de manière privée des programmes d'exploration martienne, qui vont, quand Musk et Hawking ou Tegmark, qui est un nom qui va revenir très souvent dans cette communauté-là, ce sont plutôt des entrepreneurs qui visent à, entre guillemets, contourner ou dépasser les institutions pour le bien de l'humanité, donc réfléchir à des projets colossaux de colonisation extraterrestre, de voitures autonomes, de favoriser des révolutions au niveau humain, et c'est eux qui ont été porteurs de réflexion ou de pétitions pour ou contre l'intelligence artificielle et les risques que ça peut avoir. Quelqu'un comme Stephen Hawking a une légitimité scientifique dans le sein de l'astrophysique, mais clairement sur le domaine de la robotique, il est là comme une star scientifique qui ameute sur cette question, mais disons que voilà, il n'a pas d'expertise particulière sur ce domaine pour engager une réflexion là-dessus. Donc voilà à peu près donc les évolutions qu'il y a eu. Donc un point qui est important, c'est 2002. Suite à ça, il y a eu un rapport commandité par l'armée américaine qui s'appelle le rapport Rocco-Bainbridge, qui a marqué beaucoup le coup. Depuis, c'est devenu une espèce d'antiquité, mais qui était un rapport commandé donc par l'État sur les Converging Technologies pour Improving Human Performance, et qui visait à analyser l'état des biotechnologies, faire de la prospective sur comment améliorer notamment des soldats ou des opérateurs industriels, qu'est-ce qui était apporté ou qu'est-ce qui était souhaitable dans un avenir proche pour des raisons stratégiques. On reviendra un peu dessus après. Ensuite, on a différents instituts plus ou moins, juste académiques qui sont créés, plus ou moins adoubés par la communauté de recherche pour se positionner entre la communauté de recherche, les industries, les gouvernements comme des sortes de think tanks. Et donc juste un point, c'est qu'il y a beaucoup de courants idéologiques là-dedans, des abolitionnistes, des libertaires, des technoprogressistes, des gens des courants très différents, l'uplifting qui considère d'essayer d'aider les animaux à se développer en tant qu'entité pour qu'on puisse dialoguer avec, le post-sexualisme qui vise à dépasser notre condition qu'on a de procréation biologique liée à la femme. Enfin voilà, c'est très très varié. Oui, il y avait une question. D'accord. Alors voilà, alors le courant c'est un peu détaché des aspects d'amélioration de l'humain.
il y a eu une période biotechnologie où on a beaucoup parlé des nanomachines, des nanoparticules, etc. Puis il y a une période sur l'humain augmenté et toutes ces choses. Et là, disons qu'à l'heure actuelle, on est beaucoup plus sur les risques existentiels, sur notamment l'intelligence artificielle, les risques de la robotique et ces choses-là. Mais moi, pour ce qui m'intéresse, je vais revenir un peu là-dessus. Donc c'est un rapport donc, de 2002 commandé par le département de défense américain et le département de commerce. C'est intéressant de voir le rapprochement des deux. Et le but, c'était d'explorer un peu comme un exercice de prospective le potentiel des nouvelles technologies, les NBIC, les nano, bio, technologies de l'information, de la communication, et donc de voir comment leur synergie permettrait d'améliorer la santé, de vaincre le handicap, mais aussi le rapport a été un peu plus loin, et par cette espèce de fait qu'il était commandité par la NSF, ça a tout de suite légitimé un peu ces propos qui ont été repris, et pas mal de réflexions ont eu lieu à ce moment-là, et de stress aussi de la part de pas mal de communautés. C'est aussi à ce moment-là que certains groupes se sont un peu plus conservateurs, se sont cristallisés. Et donc ça a été un repère important pour la cristallisation, mais disons que maintenant, il est un peu gênant pour les courants transhumanistes qui veulent aller un peu au-delà de ces réflexions simplistes. Donc un des plans, en fait, de cette approche de l'enhancement, c'est une convergence donc, de toutes les technologies vers ce qu'on appellerait une singularité technologique. La singularité technologique, ce serait un moment où finalement, on atteindrait un état de développement des connaissances et techniques tel qu'on aurait une rupture quasiment dans la continuité de notre espèce humaine ou de notre histoire. Alors, elle prend différentes formes. Ça peut être une IA qui serait tellement intelligente qu'elle se débarrasserait de nous. Mais disons que l'idée, c'est que nos capacités à innover actuellement sont importantes mais limitées et que par la convergence des technologies, on pourrait passer un certain cap qui ferait qu'on aurait une capacité à innover et à améliorer notre condition énorme, une rupture, entre guillemets, technologique. Et ça passe par la convergence. Alors ça, c'est un document qui a été écrit par la Fondation Télécom, qui est assez intéressant, sur l'homme augmenté, un dossier, je vous invite à le feuilleter, qui avait fait cette infographie-là. Et donc, ça passe par beaucoup de choses. Ça peut passer par du médicament, prendre de la Ritaline pour améliorer son attention. C'est quelque chose qui, d'ailleurs, est déjà fait hors des communautés transhumanistes. Avec donc, ce qu'on appelle la convergence cyborg, les organes artificiels, la neuromédecine, travailler sur les causes de la mort, l'immortalité numérique avec le traitement des données, les thérapies anti-âge avec du génique, du médicamenteux, la bioinformatique avec du décodage de génome, plus que ce qu'on sait faire à l'heure actuelle. En gros, l'intelligence artificielle, tout ça, elle serait là notamment pour paraître un outil pour dépasser notre capacité à innover et à résoudre des problèmes technologiques. Et le tout devrait converger. Alors, il y a des prédictions plus ou moins valables. Celle de 2045, c'est celle de Raymond Kurzweil, qui se veut un grand apôtre de cette singularité-là. On a aussi en France Laurent Alexandre, qui est un médecin fondateur du site Doctissimo, qui s'est pris pour une sorte de prophète qui, à la fois décrit, mais annonce aussi cette fin à venir proche, d'une manière un peu désespérée. Et donc, on devrait converger en 2045 là-dessus. Les gens ne s'entendent pas, il y a différentes approches, mais disons que ça doit arriver. Alors, il y a un point qui vient ici, moi, dans lequel je me retrouve, c'est que moi, chercheur en robotique, qui essaie bêtement de faire des prothèses assez simples d'assistance au handicap, je me retrouve embarqué finalement dans cette ligne vers une singularité sur ce thème-là du cyborg, de l'alliance de l'homme et de la machine. Alors, le mot cyborg, c'est un mot qui revient tout le temps. Alors, je vais faire une mini-parenthèse pour définir qu'est-ce que c'est qu'un cyborg. Et là, sous les yeux, vous avez le premier cyborg. Le premier cyborg, le mot, il apparaît en 1960 dans une publication de deux ingénieurs astronautiques de la NASA, Kleins et Klein. Et en fait, l'idée, un cyborg, c'est un organisme qui a des fonctions restaurées ou des capacités accrues grâce à l'intégration de composants artificiels, mais disons, bioniques, qui interagissent avec un certain bouclage, pas une simple régulation végétative. Et donc, le premier cyborg officiel, d'un point de vue de l'histoire, c'est cette souris, qui a reçu un implant de régulation homéostatique dans sa queue. Et en fait, il faut imaginer que la réflexion sur ces cyborgs a lieu dans une période de conquête spatiale, et on est beaucoup plus en train de réfléchir à comment adapter l'humain pour qu'il puisse survivre, ou l'humain ou l'animal, pour qu'il puisse survivre à des conditions de vie dans l'espace, et pas du tout sur une notion d'augmentation des capacités, etc. Et le concept initial, il est là. Il est plutôt sur de la survie ou de la capacité à explorer d'autres milieux plutôt que d'être plus efficace et performant dans notre condition actuelle. Alors,
il a été ensuite le mot détourné sous plein de formes, et notamment au travers de performances artistiques. Il y a des gens qui ont, dans les années 60-70, comme cet artiste australien, je crois, Stellark, qui ont pas mal exploré ce concept de rapprochement de l'homme et de la machine, d'une manière pas si anecdotique que ça. Sur la perte de contrôle, donc il y a eu plusieurs performances comme on voit là-dessus, donc de son troisième bras, où ici il porte son troisième bras et il est en partie piloté par des connexions, l'influence qu'il y avait sur des sites internet en parallèle qui lui faisait perdre en partie le contrôle de son corps pour dénoncer un peu la convergence du corps et de la machine. Et puis, en fait, le concept, il peut disons qu'à l'heure actuelle, les cyborgs, sous ce mot-là, cybernétique organisée, on va entendre un rapprochement de l'humain et de la machine, mais plutôt dans des cas de réparation. Alors, ça peut être, par exemple, des gens qui vont recevoir de l'appareil mécatronique. On a, par exemple, ici, une patiente amputée, Claudia Mitchell, qui est équipée d'un bras prothétique avec des articulations, beaucoup d'articulations motorisées. C'est une performance d'un laboratoire de Chicago qui s'appelle le RIC. On reviendra un peu dessus parce qu'elle a reçu une chirurgie particulière. On a ici Claire Lomas, qui est la première femme paraplégique qui a réussi à effectuer un marathon à l'aide d'un exosquelette d'assistance à la marche pour personnes paraplégiques. Alors, il faut remettre les choses dans leur contexte. Je pense qu'elle a mis plusieurs jours, si ce n'est plusieurs semaines pour le faire, mais c'est une première prouesse. On reviendra un peu sur qu'est-ce qu'il y a derrière vraiment ce type de technologie-là. On va avoir les gens qui reçoivent des implants de régulation végétative, donc des implants qui régulent des fonctions végétatives sur lesquelles nous-mêmes, consciemment, on n'a pas de contrôle, comme le rythme cardiaque, ou on va avoir le cœur karma, pour lequel il y a eu plusieurs essais assez prometteurs, malgré les faibles temps de fonctionnement actuels. Et puis on va avoir les gens qui reçoivent des dispositifs de substitution sensorielle qui ne sont pas nouveaux. Par exemple, les implants cochléaires, qui est une technologie ancienne, qui permet à des sourds d'entendre à nouveau, qui est quelque chose d'assez incroyable. Finalement, c'est assez rarement mis en avant quand on parle d'homme augmenté et toutes ces choses, alors que c'est peut-être une des prouesses les plus impressionnantes. On a Jens Snowman là, qui a reçu une rétine artificielle, donc une grille d'électrodes invasive plantée dans son cerveau et qui lui permet de voir un ensemble de pixels. On a Neil Harbisson, alors qui incarne bien un peu ce cyborg de 2016, enfin moderne, qui flirte un peu entre différentes communautés artistiques, thérapeutiques, etc. Donc c'est quelqu'un qui souffre d'une achromatopie, qui n'a pas la capacité à voir les couleurs et qui a un implant qui a été fait pour lui, qui est vissé à son crâne avec une caméra et qui perçoit les couleurs et traduit les couleurs qui sont dans son champ de vision en une vibration qu'il perçoit au travers de sa peau, des vibrations de son crâne. Et donc il voit les couleurs au travers des vibrations, il les entend en quelque sorte au travers des vibrations. Et donc il est artiste et il travaille pas mal là-dessus. Et donc, on a en quelque sorte des formes de cyborg. Et si on pousse un peu plus loin, le concept de cyborg, en fait, dans le domaine des sciences humaines et sociales, on peut l'étendre à beaucoup plus de choses, au moins en philosophie. Alors, on a notamment cet ouvrage très important de Andy Clark, qui est un philosophe américain, qui était proche de la cognition, des neurosciences, et qui considère en fait que l'humain est un cyborg né, parce qu'on est la seule espèce qui naît aussi, entre guillemets, dépourvu et qui a autant la capacité à apprendre, à utiliser son environnement, à le façonner, à développer des outils pour agir sur l'environnement. Et finalement, quand on nous dit qu'on va vers une fusion de l'homme et la machine en montrant la capacité qu'on a à passer du temps avec notre smartphone qui est très proche de nous et qu'on est quasiment des cyborgs avec, une partie de la communauté de recherche en histoire des sciences et techniques, des gens qui se veulent les héritiers de gens comme André Leroy-Gourand, qui était un anthropologue, un paléoanthropologue important qui a travaillé sur les liens entre la technique et le milieu et l'évolution de l'humaine à des ères préhistoriques au travers du développement d'outils et de la technique. Finalement, un smartphone ou un silex biface, on a toujours une capacité à utiliser des outils et il n'y a pas forcément à s'alarmer d'un changement de tracé dans notre manière d'interagir avec notre environnement ou avec la technique. Voilà, donc c'était une parenthèse sur le cyborg. Alors, il y a un point qui est important, c'est que là-dedans, on a parlé, on a un peu évoqué comme ça le transhumanisme et puis ces technologies d'augmentation comme quelque chose d'incroyable, d'alternatif, à la limite des performances artistiques ou des groupes de body hackers, choses comme ça. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on vit à l'heure actuelle dans une ère dans laquelle la médecine évolue. Et il y a pas mal de chercheurs qui travaillent là-dessus, notamment en fait, autour d'un concept qui s'appelle l'anthropotechnie. Alors il y a Jeremy Rifkin qui est un
comment dire, un économiste américain et puis un théoricien social et un politicien assez important qui travaille sur l'impact des technologies au niveau de l'économie, des États, de ces choses-là, qui parle, lui, en fait, dans un de ses ouvrages, qu'on aurait atteint une sorte d'âge de l'algénie. Alors c'est un rapprochement en fait un peu d'un mot qui serait l'alchimie et la biotechnologie. En fait, il considère qu'on vit à l'heure actuelle une révolution dans la médecine qui est aussi importante que la sédentarisation qu'il y a eu de l'humain à une certaine période, avec cette volonté de la médecine qui n'est plus de réparer, mais d'aller vers une sorte d'amélioration de l'humain, de perfection. Et donc ce concept d'anthropotechnie, il y a notamment un philosophe français à Lyon qui s'appelle Jérôme Goffet qui travaille beaucoup là-dessus et qui en fait explique que l'anthropotechnie, ce sont l'ensemble des pratiques qui ne correspondent médicales, mais qui ne correspondent plus à la réparation ou aux soins. Ça va être l'amélioration, l'augmentation des sens, le développement de nouveaux sens, d'augmenter les capacités physiques, etc., d'allonger la durée de vie. Et on va passer en fait finalement de normal à modifier, à améliorer. On va créer une sorte de nouvelle catégorie, nouvelle norme. Et en fait, ce qui est important de se dire, c'est que on est déjà dans cette ère-là. À l'heure actuelle, quand on parle de pilules contraceptives, quand on parle de chirurgie esthétique, quand on parle de dopage, ou j'ai parlé de Ritaline tout à l'heure, il y a des problèmes dans certains milieux académiques où c'est un médicament en fait, qui sert à traiter les symptômes de troubles de l'attention chez des enfants hyperactifs, par exemple, et qui est de plus en plus pris par des gens pour augmenter leur capacité de concentration, comme un dopant. Et finalement, on est déjà dans une ère où la médecine n'est plus une médecine que de réparation. On va avoir une relation patient-médecin qui va se transformer en une relation client-praticien, parce que ça rechange pas mal de choses, mais c'est quelque chose qui n'est pas forcément nouveau, parce qu'on peut considérer que dans la définition qui avait été redonnée de la santé par l'Organisation mondiale de la santé en 1946, il y avait déjà cette notion de bien-être qui avait été introduite dans la définition de santé, de bien-être physique, mental et sociétal et social, et qui est assez flou et qui fait que on va avoir du mal un peu à définir qu'est-ce qui est de l'ordre de la réparation, qu'est-ce qui est de l'ordre d'autres choses. Et donc, on voit la difficulté, en fait, finalement, qu'il y a de définir des frontières. On n'a pas d'un côté un homme augmenté et un homme réparé. On va avoir différents stades. On pourrait avoir l'homme réparé, vraiment quelqu'un qui a perdu un membre, qui a une prothèse. L'homme instrumenté, ça va être, ou l'homme connecté, celui avec son téléphone portable, ou avec ses dispositifs de quantification, ces montres connectées qui traquent votre tracker d'activité, qui traquent ce que vous faites dans la journée, vous donnent des conseils sur votre activité physique. On peut avoir l'homme amélioré, ça va être quelqu'un qui va prendre de la Ritaline. L'homme hybridé, quelqu'un qui va se poser une puce un peu ridicule à l'heure actuelle, RFID sous la peau, qui va lui servir concrètement, comme il poserait une carte d'identification sur une serrure électronique, à poser son poignet, mais on en est là, pas beaucoup plus. L'homme fabriqué, on pourrait parler du clonage et de ces choses-là. L'homme numérisé sur le fait qu'on a une existence quasiment propre sur les réseaux. Et donc tout ça, ça interroge finalement la question de la norme. C'est-à-dire que on peut souligner le fait que cette définition-là n'est qu'une construction sociale ou une construction intellectuelle. Et donc ça revient sur les théories de Canguilhem, notamment, qui avait beaucoup travaillé sur cette définition du normal et du pathologique, qui sont finalement assez peu scientifiques, mais très influencés par des phénomènes sociétaux, culturels, qui vont définir ce curseur-là. Et donc qui rendent les choses très compliquées. Donc les Human Enhancement Technologies, elles soulèvent un grand nombre de débats qui sont soulevés par les deux camps, les pros et les antis. Des questions d'identité, où va-t-on, est-ce qu'on est encore humain, de droits et de liberté individuelle, parce que ces technologies-là, il y a des enjeux de pouvoir sur ceux qui commercialisent ces dispositifs, les inégalités, les déséquilibres que ça pourrait créer, que si on avait des gens augmentés parce qu'ils ont les moyens de s'augmenter, des aspects de sécurité, des problèmes d'accès, de progrès, des problèmes d'information et d'éducation aussi qui sont fondamentaux, et vous verrez dans le suite de ma présentation pourquoi. De législation, de coopération, enfin, il y a énormément de choses, de respect de la diversité, de considération de la vie, avec des problématiques d'eugénisme et de choses comme ça qui peuvent se poser. Et donc, en fait, on va avoir des oppositions aux courants transhumanistes avec des courants idéologiques qui s'y opposent, alors qu'on va généralement... il va y avoir différents groupes assez identifiés, plus ou moins identifiés. On va avoir des groupes bioconservateurs avec des gens comme Francis Fukuyama, qui est un philosophe économiste et qui considère en fait que à l'heure actuelle, la science ne peut plus s'autoréguler et qu'il y a un besoin de légiférer
là-dessus d'enrayer ce qui serait un emballement économico-libéral, que c'est plus en faisant des déclarations morales de principe éthiques avec des comités comme ça qu'on va arriver à réguler ce qui est en train de se passer. On va avoir des courants, on va avoir aussi ce penseur qui est, alors j'ai un doute sur le prénom, mais Jacques Ellul, je crois, comment dire, un penseur de la technique et de l'aliénation, qui est très lié, enfin, qui est lié à des courants protestants de réflexion sur la technologie et qui sont toujours encore assez actifs dans les réflexions qu'ils ont, notamment sur le transhumanisme, et qui a beaucoup travaillé non pas sur, pas forcément l'aliénation par la technique, mais un peu, mais plutôt sur l'aliénation qui est, en fait, le problème n'est pas tant la technique, mais que le sacré transféré à la technique qui nous aliène. Et donc, c'est des gens qui prennent parti. On va avoir aussi des courants anti-industriels ou néoludites. Alors, vous entendez ce mot parce qu'il est à la mode et les médias aiment bien. Le ludisme, en fait, ce serait un courant industriel né au 19e, lors de ces phases d'industrialisation en Grande-Bretagne où il y avait de la mécanisation des métiers à tisser. Il y aurait un ouvrier, Ned Ludd, qui aurait détruit des métiers à tisser en contestation en fait un peu du remplacement de l'homme par la machine. Et donc, à l'heure actuelle, certains courants anti-industriels se revendiquent d'être néoludites. En France, on va avoir des groupes. Alors, on a Léon Casse, qui est un médecin américain qui a présidé le Conseil national bioéthique et qui a pas mal qui est assez remonté contre le libéralisme industriel. Puis on va avoir des courants, par exemple en France, comme Pièces et main-d'œuvre, qui est un courant grenoblois qui s'est pas mal illustré au moment des débats sur les nanotechnologies et qui revient régulièrement sur des questions d'OGM. Maintenant, on va aussi vers le transhumanisme. Et puis des courants d'écologie intégrale, de décroissance, qui se positionnent en opposition à trop d'avancées techniques et scientifiques. Et puis on a les courants intermédiaires qui sont pour moi un peu plus intéressants, dits de bioéthique ou d'éthique libérale, qui vont à la fois critiquer le bioconservatisme, dire ça sert à rien d'essayer de faire des lois contre, on est déjà dans un stade d'anthropotechnie assez avancé, qu'il faut considérer la réalité actuelle, qu'il faut toutefois être faire très attention à la distinction naturelle-artificielle, sur le fait qu'une interdiction, elle serait normative et pas basée sur des faits réels, mais à la fois qu'il faut critiquer le biolibéralisme, le laisser faire, qu'il faut l'encadrer, qu'il faut informer les gens, qu'il faut surtout des impératifs de sécurité très importants. Donc il y a différents courants qui réfléchissent là-dessus, à des régulations éthiques un peu plus poussées. Voilà. Donc, je vais fermer mes parenthèses introductives et puis je vais revenir maintenant un peu au vif du sujet technique. Alors, un point qui est important, en fait, c'est que là-dedans, comment dire, ce qui est intéressant, c'est que dans toutes les technologies de convergence, la robotique, elle est, entre guillemets, plus proche que, je sais pas, la thérapie génique ou d'autres développements médicamenteux complexes. Elle est plus proche du grand public pour plusieurs raisons. À travers les mythes, à travers le côté aussi technoscientifique qui fait que les innovations sont transférées assez rapidement. Et c'est ça qui fait que la robotique est un peu mise en fer de lance de ces courants idéologiques transhumanistes et qui prônent une amélioration de l'humain. Donc, pourquoi la robotique, c'est une technoscience par excellence? Parce qu'il y a une circularité, c'est-à-dire que quand on fait de la recherche sur de la robotique de rééducation, derrière, on améliore les modèles de compréhension du cerveau humain, dont on sert en retour pour améliorer les robots de rééducation, et il y a un loop comme ça. Les gens ne développent pas des paires de jambes pour faire des paires de jambes en robotique, mais beaucoup pour notamment comprendre comment fonctionne la posture humaine, l'apprentissage de la marche et ces choses-là. Et donc les deux domaines de sciences fondamentales et de technologie, ça interagit de manière circulaire. Et donc ça fait que on est proche la robotique est proche de l'application, du concret. Elle est opérative, c'est-à-dire qu'il y a un transfert très rapide de la technologie. Les drones sont passés du laboratoire au grand public à une vitesse folle. Même qui a pris de court les instances de régulation, les politiques gouvernementales, la robotique chirurgicale aussi. Enfin, on a des choses comme ça qui font qu'elles ont un impact direct sur l'idéologie, sur la mythologie de la technologie qu'ont les gens.
Et en fait, on pourrait imaginer que l'influence, en fait, c'est les objets technoscientifiques influent l'individu, voire que l'influence est réciproque, que nous, on écoute les besoins et qu'on développe des objets technoscientifiques comme ça. En fait, l'écosystème, il est beaucoup plus compliqué et que finalement, apparaissent là-dedans alors c'est un peu abscon, mais disons que entre la société, les individus et les objets technologiques que la recherche produit, il y a tout un tas de mythes et d'imaginaires collectifs qui eux-mêmes sont influencés par des produits culturels, qui eux-mêmes sont entretenus par la médiatisation, la vulgarisation un peu simpliste, mais qui vont aussi avoir des influences sur la politique économique. Enfin, tout est très lié. Et il faut considérer le big picture, entre guillemets, pour se rendre compte de ce que c'est que la robotique, où elle va, et des enjeux, en fait, que quelqu'un comme moi qui fait de la recherche sur, disons, une canne robotisée, peut avoir sur une politique gouvernementale, je sais pas, de financement de l'augmentation. On peut se retrouver avec des changements très rapides et brusques, pas vraiment maîtrisés. Et donc, il y a des enjeux éthiques, mais ça, je vais passer rapidement. Et donc, l'objet de la présentation, c'est de souligner autour du cas homme réparé, homme augmenté, le danger, en fait, de la création d'une idéologie, de la technologie et des conséquences que ça peut avoir sur la recherche, sur le financement de la recherche, sur les patients, sur plein de choses. Et l'idéologie, en fait, il faut le prendre au sens d'un philosophe qui s'appelait Boudon. En fait, c'est plutôt un système prédéfini d'idées à partir duquel la réalité est analysée. Ce concept d'idées reçues, je m'excuse pour l'accent aigu qui n'aurait pas dû être là, en fait, il est très important parce que finalement, quand on prend tout les innovations technologiques sous le prisme, au travers du prisme des idées reçues, on n'a plus besoin que de parler de réalité technique, on peut se permettre de fantasmer et de réfléchir et de prendre des mesures peut-être même étatiques, sociétales, gouvernementales, loin d'une réalité technique, loin des patients, ce qui peut être catastrophique. Voilà, donc à l'heure actuelle, je recentre un peu maintenant sur la technique, je reviens donc sur l'élément important. Toutes mes animations sont fichues en l'air par le PDF, mais alors qu'il y a des avancées médicales et chirurgicales très importantes, il y a eu des avancées médicamenteuses dingues, la thérapie génique, on a des grosses avancées, notamment avec les méthodes actuelles, notamment CRISPR-Cas9, qui soulèvent des débats éthiques, on a des outils d'action sur le génome incroyables, des approches de chirurgie assez folles, et qui a plein d'avancées technologiques concrètes, réelles, simples, en 2016, anciennes, les lunettes, les aides auditives, les corsets, les cannes, ou les pacemakers, les défibrillateurs automatiques, les pompes à insuline. Bon, le cœur artificiel, c'est un peu anecdotique, mais ça marche, ça fonctionne. Il y a des gens autour de vous qui sont équipés de ces systèmes-là. Et ben, quand on va parler de réparation de l'homme, les gens vont tout de suite penser à robotique, exosquelette, prothèse. Et ça, c'est parce que la robotique, elle interpelle l'imaginaire de l'augmentation beaucoup plus que des avancées technologiques concrètes. Et ça, c'est lié au fait qu'on vit dans un monde dans lequel on a un imaginaire de l'homme augmenté et de la science-fiction technologique très fort, avec des mythes, comme le mythe culturel du cyborg dont on a parlé tout à l'heure, le mythe de la transcendance, vous avez un certain nombre d'exemples de produits culturels qui ont plébiscité et qui ont finalement réussi à développer un peu cette mythologie-là. Cette mythologie prométhéenne, ça me concerne, du chercheur qui jouerait un peu à Dieu, du docteur Frankenstein, en fait, qui cherche à jouer avec le feu. Et ce qui est un peu problématique, c'est que à la fois ces produits culturels sont en quelque sorte légitimés par une surprésentation médiatique de gens qui restent des héros ou des monstres au sens de Foucault, c'est-à-dire au sens qui ne rentrent pas dans une catégorie normative sociale. On va avoir des gens comme par exemple Oscar Pistorius, donc, qui est un athlète bi-amputé de jambes qui court plus vite qu'une bonne partie de l'humanité, Aimé Mullins qui est mannequin en même temps qu'elle est bi-amputée de jambes, Libo qui est un patient qui a été bi-amputé de bras et qui a 2 prothèses bioniques de très haut niveau financées par un programme de recherche de l'armée américaine, Hugh Hare qui est un bi-amputé de jambes, un alpiniste de très haut niveau. Il s'est retrouvé en fait amputé suite à une escalade d'un mont à 11 ans parce qu'il était un des jeunes espoirs de l'alpinisme américain et qui en plus est le directeur du MIT Media Lab, qui est un gros laboratoire de recherche américain. Donc ce sont des héros incatégorisables qui ne ressemblent pas aux patients classiques diminués et mal réparés. Et finalement, la proximité de ces figures-là légitime en quelque sorte cet homme augmenté tel qu'il est imaginé. Alors qu'en fait, la réalité technique, elle est assez décalée. Alors en général, je montre ce slide-là, où en 2014, la Coupe du Monde de football 2014 devait être
démarré par un patient paraplégique qui portait un exosquelette contrôlé par le cerveau et qui devait taper le premier ballon de la compétition. Et en fait, le résultat, mais je pense que ça ne va pas passer. Alors attendez, je vais essayer comme ça. Ah, on peut faire comme ça. Alors attendez, hop, non, voilà, paraplégique in exoskeleton, si ça veut bien. Voilà ce qu'on a vu. On a vu un patient dans une espèce d'armure qui a déplacé son pied sur 20 cm, porté par 2 autres personnes. Et vous voyez un peu le décalage qu'il y avait entre, d'un côté, les attentes et la réalité. On devait avoir quelqu'un qui arrivait en fauteuil, qui se levait, qui marchait sur le terrain, qui allait faire des échanges. Et hélas, parce que je ne m'en réjouis pas, mais ça traduit un peu le décalage qu'il y a entre l'imaginaire et la réalité technique. Donc là, je vais passer sur quelques dispositifs technologiques, les exosquelettes, les prothèses et les interfaces cerveau-machine sur lesquelles je travaille, qui cristallisent bien ce que c'est que la robotique de réparation et d'augmentation, pour vous dire un peu où on en est concrètement. Donc les exosquelettes, en fait, l'objet, il existe hors du laboratoire. Donc un exosquelette, c'est une structure mécanique qui peut être active ou non, avec des moteurs ou juste passive, avec des ressorts, des articulations comme ça, qui se positionne en général autour du corps d'une personne et qui reproduit la biomécanique du corps humain. Et le but est d'assister le geste. Alors ça peut être de le faire à la place, ou ça peut être de corriger un geste pathologique, ou d'assister ou de démultiplier certaines capacités lors de la réalisation d'un geste. Et donc l'objet technologique, il existe, il est sorti du laboratoire, on a des exosquelettes qui sont vendus à des prix inaccessibles pour le grand public. Mais ils sont vendus pour une application vraiment très précise. En fait, on a des exosquelettes qui sont vendus pour l'assistance à la marche des patients paraplégiques, des gens qui ont perdu le contrôle de leurs jambes, et on va avoir par exemple le Rewalk ou le Rex, qui sont des machines à faire bouger les jambes, qui marchent, qui sont très simples. Les gens ont encore besoin de cannes dans le cas du Rewalk, dans le Rex, ils sont plus ou moins stables. Et le principe est le suivant, c'est un système dans lequel le patient est accroché, et aussi incroyable que ça peut paraître, il a une montre, il va dire « je veux me lever », dès qu'il va se pencher, le système va le mettre debout. Quand ensuite il va être debout, sur sa montre, il va appliquer « je veux marcher », et quand il va se pencher, le système va enclencher un cycle de marche, et dès qu'il va se relever, ça va s'arrêter. Et là, à l'heure actuelle, pour marcher les marches, on en est quasiment à faire un appui sur la montre, marche à marche, où à chaque fois, il va devoir faire un changement de pied d'appui, placer les cannes, etc. Donc, à la fois, c'est ridicule, à la fois, c'est génial pour ces patients qui sont très réalistes, savent très bien que pour aller d'un point A à un point B, le mieux, c'est le fauteuil roulant, énergétiquement, c'est le plus efficace, mais que des fois, se tenir debout, c'est incroyable. Pour le moral, pour des aspects en général qu'on bannit des communications médiatiques, mais de transit intestinal, de circulation veineuse, d'escarres, de choses comme ça. D'un point de vue thérapeutique, c'est aussi très important. Donc ces dispositifs-là, ils commencent à être... ils ne sont pas remboursés par la sécurité sociale, ils sont utilisés dans les centres cliniques pour des stages ou pour des phases de rééducation ou de rentraînement. Alors il n'y a pas de rééducation sur un patient paraplégique qui ne récupérera pas la marche. Les choses évoluent un peu, mais pour l'instant, c'est ça le paradigme. Donc voilà, quand on répond à des besoins aussi précis que ça marche. Pourquoi ça marche? Parce que la personne, elle ne contrôle pas ses jambes. Donc faire bouger ses jambes, comme dans une usine, faire bouger une pièce de voiture, c'est à peu près pareil. Là où ça ne marche pas, c'est pour, en fait, où ça marche moins bien, ça va être quand on doit, sur un opérateur simple, partager le contrôle. Alors, il y a d'autres applications qui existent, alors là j'avais des petites vidéos, mais pour de la rééducation neuromotrice, on va aussi avoir des dispositifs. Cette marque suisse commercialise des dispositifs, elle s'appelle Okoma. Donc ça ressemble un peu au même système qu'on a vu, mais avec des barres parallèles. C'est pour les phases de rééducation de patients cérébrolésés. Et donc dans les premières phases avant, pour remplacer les 2 thérapeutes qui sont allongés par terre et qui bougent les pieds un par un, eh ben, on va utiliser un exosquelette qui va bouger les jambes et qui petit à petit va s'effacer. Mais c'est pour des besoins vraiment très précis. Et puis dans le cas de l'assistance à opérateur sain, on va avoir quelques tentatives. Alors on a RB3D qui est une boîte française plutôt d'ergonomie qui est basée à Auxerre, qui a développé un système en partenariat avec le CEA, vendu pour des fins militaires au début, et puis ils vont tester un peu ce que ça peut donner dans le BTP. On a une tentative pour l'assistance au tiré de râteau chez Colas, là, où ici on a un exosquelette très basique qui est juste un système à ressort, qui est un équilibreur de poids, c'est-à-dire que l'outil porté par la personne, comme une Steadicam pour les opérateurs caméra, le poids de l'outil est repris par un système de bras à ressort qui reprojette le poids au sol. Mais on est sur des systèmes très simples. En fait, ça marche
Parce qu'on segmente, on ne sait pas faire un exosquelette qui répond à tout, on ne sait pas faire un exosquelette qui assiste vraiment quelqu'un qui court, qui marche, qui porte, qui va avoir des intentions motrices. Pourquoi? Parce que derrière, on a des verrous scientifiques sur le partage de contrôle, détecter et comprendre les intentions motrices, savoir que là, le geste est bon, pas bon. Qu'est-ce qu'un bon geste? Qu'est-ce qu'une bonne posture? Est-ce que là, je vais l'arrêter parce que son pied semble pas aller bien, mais si je vais l'arrêter, elle va tomber? On en est encore à résoudre des questions comme ça. Et ce qu'il faut voir, alors là, je n'ai pas la vidéo, mais si vous voulez, ça, c'est une vidéo pour montrer que, en fait, ce concept-là d'exosquelette, il faut faire attention à l'aspect futuriste. En 69, au Mihailo Pupin, en Serbie, il y avait déjà des exosquelettes d'assistance à la marche des paraplégiques et pneumatiques qui marchaient très bien. Alors, il y avait une usine à gaz derrière de contrôle avec des fils, etc. On a des progrès technologiques, on sait faire de l'embarqué, des batteries super, du carbone, mais l'objet technologique, l'idée, le concept n'est pas forcément nouveau. Donc il faut faire attention des fois un peu à l'emballage moderne avec lequel ce type de dispositifs sont présentés. Sur les prothèses, alors je vais peut-être aller un peu plus vite que les slides, mais c'est un peu plus compliqué. Je vais présenter ce qui existe commercialement, et vous allez voir que les limites sont atteintes assez rapidement. Et je vais montrer les avancées de la recherche, où là, il y a beaucoup d'avancées, mais on est dans un domaine particulier qui est une niche, avec des marchés tout petits. Résultat, le transfert technologique n'intéresse pas beaucoup les industriels, qui n'ont pas vraiment envie de développer et d'investir beaucoup pour des populations qui représentent quelques milliers de personnes. Voilà, donc alors, il faut distinguer le membre inférieur et le membre supérieur, c'est très important. Et l'idée de cette présentation, c'est aussi de vous donner des clés pour essayer de décrypter un peu les annonces technologiques qui sont régulièrement faites, notamment par les médias, qui sont très simplificatrices. Pour le membre inférieur, ça marche bien, pour plusieurs raisons. La première, c'est que le membre inférieur, ce sont des dispositifs autonomes. Une prothèse membre inférieur, qu'elle soit au niveau du genou, de la cheville, etc., c'est un dispositif soit passif, alors on le voit pour le membre inférieur, on reconnaît des lames de course qui sont des lames de carbone, une lame ressort, mais on va avoir des pieds de différentes technologies qui sont là. Ce sont des systèmes passifs, ressort amortisseurs, qui vous permettent de marcher plus ou moins bien. Pour le genou et pour les chevilles de nouvelle génération, en fait, on va avoir des systèmes intelligents, autonomes, qui sont en fait des systèmes qui regardent ce que vous faites, ont plein de capteurs, et en fonction de ce que vous faites, vont adapter, en quelque sorte, la raideur de l'articulation. Concrètement, vous ne les contrôlez pas avec un genou prothétique comme ça, le Sea-Leg, dernière technologie qui coûte plusieurs dizaines de milliers d'euros. Vous ne pouvez pas dire « je vais lever la jambe ». Par contre, quand vous allez vous mettre debout, il va détecter que vous vous mettez debout et il va faire le cycle qui va bien du genou. Quand vous allez marcher, il va comprendre que vous marchez, il va faire le balancement de la jambe qui va bien. Quand vous allez vous arrêter, il va verrouiller le genou. Si vous accélérez ou si c'est en pente, il va adapter certains paramètres, par exemple au niveau de la cheville, pour stocker de l'énergie. Et donc, on a des entités intelligentes, mais autonomes. Et donc, ça marche bien. Pourquoi? Parce qu'avec le membre inférieur, on a un catalogue d'actions qui est assez réduit. On va marcher, se lever, se stabiliser debout, faire des appuis, des choses comme ça. Mais c'est très différent pour le membre supérieur, parce que pour le membre supérieur, alors là, je suis désolé, le slide est un bazar pas possible, mais le membre supérieur, on ne peut pas faire une prothèse qui serait là, qui analyserait l'environnement et qui saurait ce que vous voulez faire. Notre catalogue d'actions avec le membre supérieur est tellement grand que le système ne pourrait pas déterminer ce qu'on veut faire, et donc on doit garder de l'intention motrice, on doit garder le contrôle volontaire du dispositif, et c'est là où le bas blesse, c'est qu'à l'heure actuelle, donner du contrôle à une personne sur un dispositif technologique, robotique, une machine, on ne sait pas bien faire. C'est là la limite un peu. Donc la solution à l'heure actuelle qui est remboursée par la sécurité sociale pour n'importe quelle amputation du membre supérieur, c'est une solution suivante. Vous avez une main qui peut ouvrir ou fermer et un poignet rotateur. Même si vous êtes amputé plus haut, les autres articulations ne sont pas prises en charge et d'ailleurs il y a très peu de solutions sur le marché. La commande qui est utilisée, qui est souvent raccourcie en commandé par le cerveau, ce qui n'est pas du tout vrai, c'est une commande dite myoélectrique. Concrètement, on utilise des contractions musculaires de groupes de muscles sur votre moignon auxquels on associe des actions de la prothèse. Alors concrètement, sur le moignon, vous avez deux petites électrodes qui sont placées, non invasives, qui sont juste placées sur votre peau, ça marche aussi sur vous, et quand vous contractez par exemple le biceps, vous allez avoir la main qui va se fermer. Si vous contractez le triceps, elle va s'ouvrir. Si vous faites des petits à-coups, elle va faire des petits à-coups. Voilà comment ça fonctionne. Et si vous voulez passer de la main au poignet, vous allez faire par exemple une co-contraction, vous allez contracter les deux, et là vous allez passer en contrôle de poignet. Et là à ce moment-là, le biceps va faire tourner dans un sens, le triceps dans l'autre. Vous voulez repasser à la main, vous co-contractez, et vous repassez à la main. Vous voyez, en fait, ça demande de décomposer la totalité des mouvements. Alors pour les quelques chanceux qui ont pu se payer une prothèse
myoélectrique de coude, il se retrouve à devoir piloter d'abord le coude, puis le poignet, puis la main. Autant vous dire, l'action, elle a eu lieu, elle s'est finie, ils ont fait la tâche avec l'autre main. Voilà, le problème qu'on a en fait en 2016, c'est qu'on sait faire de la mécatronique très sophistiquée. Il commence à y avoir des mains polydigitales avec non plus juste ça, mais la possibilité de bouger les doigts séparément. Mais à l'heure actuelle, en 2016, on a une approche de contrôle qui est l'approche myoélectrique, qui date, on a une photo noir et blanc de 1964, du premier bras myoélectrique, le Russian Arm. Elle n'a pas évolué, cette approche de contrôle, en 40 ans. Et donc, il y a un gros décalage entre le matériel et les approches de commande, et les approches sont très handicapantes, très lentes. À ça s'ajoute le fait que dans les solutions commerciales, il n'y a pas de retour sensoriel. Vous voulez challenger un patient avec une prothèse, vous lui demandez d'appeler un gobelet en plastique. Parce que comme il ne contrôle pas la force qu'il va mettre, eh ben, ça va être très dur. Lui, il n'a que la vision pour voir que le verre là s'écrase trop et qu'il faut qu'il arrête. La vision, c'est coûteux, cognitivement, c'est lourd, c'est fatigant. Et donc, tout ça rend l'utilisation d'une prothèse très handicapante. Donc ça, c'était, oui, j'ai mélangé les slides, mais voilà, concrètement, la solution remboursée par la Sécurité sociale, ce sont les mains. Depuis 2015, on a un modèle de main polydigitale de chez Touch Bionics qui est remboursé, donc avec un moteur par doigt. Mais à l'heure actuelle, de la même façon qu'ils pilotent ça ou ça, ils vont devoir naviguer dans un catalogue de postures pour, par exemple, la mettre soit comme ça, soit en 3 doigts, soit en 2 doigts. Ils vont devoir naviguer avec des contractions pour se mettre là où il faut et ensuite faire une action. Donc c'est complètement inexploitable. Et là, vous avez la totalité du catalogue disponible pour les patients amputés de membres supérieurs dans le monde. C'est assez peu. Alors dans la recherche, par contre, ça avance beaucoup plus. On va avoir des avancées notamment sur des nouvelles emboîtures. Alors j'ai notamment une vidéo ici. On va voir Hugh Hare, le fameux... je ne pense pas que... Bon, je ne trouve pas, mais on va avoir des vraies avancées dans la recherche. Alors dans la recherche, au-delà des avancées de confort sur les emboîtures, CTRL L, voilà. On va avoir une technique, notamment là, qui arrive sur ce qu'on appelle l'ostéo-intégration. Parce qu'un des problèmes majeurs des prothèses, qui n'est pas souligné, c'est le problème d'emboîter la prothèse. Vous avez une espèce de partie un peu à ventouse qui vient recouvrir votre moignon et qui est très gênante, avec des sangles qui génèrent de la transpiration, de la perte de contrôle et plein de choses. Donc ça, c'est un des gros problèmes. Donc il y a de la recherche qui se fait sur l'emboîture. L'ostéo-intégration, c'est une pratique médicale qui consiste à poser une broche dans l'os et en fait de finalement fixer la prothèse dessus. Ça donne un contrôle très rigide de la prothèse et on a la possibilité de poser ces mêmes électrodes qui mesurent l'activité musculaire, de les poser en interne, en invasive, donc on a des signaux beaucoup plus propres et moins de perturbations. À l'heure actuelle, un patient avec une emboîture classique, si vous lui demandez de très vite secouer son bras comme ça, les électrodes dans l'emboîture se décollent et il perd le contrôle de sa prothèse qui va faire n'importe quoi. Quelqu'un qui a une ostéo-intégration peut faire ce genre de tâches-là sans être perturbé. Donc ça, c'est une avancée. Ça commence à se développer comme une routine chirurgicale. Il y a des grosses avancées sur le contrôle, notamment liées à des approches invasives de contrôle. Alors avec, par exemple, ce qu'on appelle le reroutage nerveux, qui a été développé par le RIC de Chicago dans certaines personnes que j'ai montrées tout à l'heure. En fait, ça consiste à rerouter les nerfs qui allaient vers feu la main, vers des groupes musculaires dénervés, comme le pectoral, qui ne servent plus dans le cas d'une amputation haute. Et donc, en fait, en quelque sorte, après entraînement, chirurgie, etc., la personne, quand elle va penser à fermer sa main, elle va avoir une zone de son pectoral qui va se contracter. Quand elle va penser à bouger son poignet fantôme, ça va être une autre zone. Et donc, on va venir placer des électrodes dessus et on va associer... Alors là, vous avez un patient où, en fait, il est tapissé, c'est la phase d'identification. On peut se rendre compte que son pouce est dans une zone du pectoral, son petit doigt dans une autre. Et donc, en plaçant des électrodes comme ça, on va pouvoir permettre à quelqu'un de piloter une prothèse de manière plus fine, de faire du contrôle simultané. Voilà. Ça, c'est quand même une routine chirurgicale extrêmement lourde. Et il n'y a qu'une dizaine de patients qui l'ont reçue. Elle commence à apparaître en France, mais sur des aspects plus simples de neurotisation du biceps, où c'est plutôt les nerfs de la main qu'on place sur certains morceaux de biceps pour récupérer des signaux. Mais ça permet de décupler les capacités de faire des mouvements simultanés. Alors là, il y avait une vidéo, mais on va passer d'un patient américain. De la même façon, il y a des avancées sur le retour sensoriel. Cette même chirurgie, on va essayer de rerouter les nerfs sensoriels. Et donc de la même façon, après chirurgie, après rééducation, quand la personne vous lui appuyez là, elle a l'impression que vous lui appuyez sur sa main. Si vous lui appuyez ici, elle va avoir l'impression que vous lui appuyez sur son poignet. Et donc on peut mettre des capteurs au niveau de la prothèse et traduire par exemple la chaleur ou le toucher
au niveau de la prothèse en un appui ou de la chaleur au niveau de la zone associée sur son pectoral. Il y a eu des avancées récemment avec des technologies invasives. Donc on a piqué des électrodes dans des nerfs amputés et puis en fait on a envoyé des signaux correspondant à la force des doigts d'une prothèse qui ont permis à un patient, donc c'était en 2014, de ressentir à nouveau un ersatz de toucher. Sur les interfaces cerveau-machine, alors je ne me rends pas compte du temps qui me reste. Ok. Alors les interfaces cerveau-machine, c'est un peu anecdotique, je vais en parler, mais c'est quelque chose qui cristallise beaucoup de fantasmes. Ce sont des objets preuve de concept, ce ne sont pas des objets qui ont passé le laboratoire. En fait, à l'heure actuelle, il y a plusieurs choses qu'il faut imaginer. Il y a plusieurs technologies, et les technologies qui fonctionnent un peu sont invasives, et de poser un implant dans le cerveau, ça soulève tout un tas de questions qu'on n'a pas encore résolues en termes de pérennité, en termes de rejet par le cerveau, etc. L'autre aspect par lequel il ne faut pas se faire avoir dans les annonces technologiques, c'est que l'échange de ces interfaces, l'échange homme-machine, est extrêmement pauvre. On ne sait pas à l'heure actuelle décoder la pensée, contrairement à ce que les médias en général disent. En fait, ça marche de la fonction suivante, on est capable de décoder un certain nombre d'états cérébraux. Vous avez, alors par exemple là, et c'est utilisé pour des actions très simples, comme par exemple piloter un fauteuil, avant, arrière, droite, gauche. Là, on a une patiente tétraplégique qui pilotait un bras haut, bas, droite, gauche. Comment ça marche ? On a une grille d'électrodes qui est soit sur le crâne, soit implantée dans le cerveau, pour de meilleurs résultats. Et en fait, on va entraîner la personne à exhiber des états cérébraux. Les états cérébraux, ça va être par exemple penser très fort à un rond rouge qui sent la fraise et qui est chaud, ou penser très fort à un carré bleu froid qui sent la menthe et qui bouge d'une certaine manière. Et en fait, on va entraîner un algorithme à détecter ces états cérébraux. Ça va se traduire par des changements un peu d'onde ou de bruit, parce qu'on est quand même un peu à regarder du bruit. Et donc, on va associer ensuite des actions d'un dispositif robotique à ces états reconnus. Et donc, on va associer le rond rouge qui sent la fraise à avancer sur le fauteuil roulant, le carré bleu à reculer. Et voilà comment le dialogue va s'instaurer. Donc, le dialogue est extrêmement pauvre, en plus d'être unidimensionnel, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on s'est prélevé et envoyé un ordre vers un dispositif robotique, mais à l'heure actuelle, côté cerveau, on ne sait pas renvoyer vraiment de sensations. On le sait au niveau périphérique, au niveau des nerfs, mais pas au niveau cortical. Et donc, là, j'ai mis pour rigoler les interfaces commerciales qui existent, qui ont été développées pour le jeu vidéo, qui s'intéressent à ce genre d'interface-là, mais on est sur des systèmes qui sont plus à détecter les contractions des muscles faciaux plutôt qu'un état cérébral, et ça marche tellement mal que c'en est complètement anecdotique. On voit les démonstrateurs qui sont comme ça, regardez, là ça fait rien, là ça fait quelque chose. Voilà, donc c'est des balbutiements. Et donc, il y a des avancées importantes qui se font dans le domaine de la recherche, mais qui demandent des contraintes incroyables et qui ne sont pas prêtes d'être transférables. Alors, on a eu en 2016 un papier intéressant, une étude en Nature, où on a un patient paraplégique, tétraplégique, mais disons assez bas, qui avait un contrôle très limité de ses membres supérieurs, qui a pu contrôler son propre corps au travers d'un bypass nerveux. On lui a posé une grille d'électrodes implantée dans le cerveau, on l'a entraîné à générer un certain nombre d'états cérébraux, avec lequel on a pu lui donner le contrôle de son propre corps paralysé au travers de stimulation électrique fonctionnelle. C'est une usine à gaz. En soi, les innovations ne sont pas très nouvelles, c'est des choses qu'on sait faire séparément, mais le regroupement de tout était assez intéressant. Donc concrètement, quand la personne pense par exemple à l'état cérébral fermer sa main, c'est reconnu par un algorithme qui va envoyer au travers de grilles d'électrodes en surface des décharges électriques dans ses muscles de doigts pour lui faire fermer sa main. Et donc, comme ça, il a pu faire quelques tâches comme jouer à Guitar Hero ou saisir des objets et faire du pick and place. L'article assez intéressant qui n'ont pas caché l'entraînement du sujet, qui a mis 2 ans, à raison de plusieurs heures par semaine, pour arriver à ce résultat, ou quand on voit la vidéo, alors attendez, je vais peut-être essayer, je l'ai quand même celle-là, bypass, peut-être que ça marche, voilà le résultat. Alors la stimulation électrique fonctionnelle, pour les gens qui ont peut-être essayé, c'est quelque chose de très violent. On est quasiment de la tétanie musculaire, c'est pour ça que son poignet, on n'a pas d'état intermédiaire, c'est fléchi et tendu, fermé, ouvert, ça va se cantonner à des choses comme ça. Mais c'est une avancée,
mais c'est une avancée de laboratoire. La personne, il y a encore tout un tas de calculs. L'algorithme doit être réentraîné régulièrement parce que l'algorithme va plus reconnaître les mêmes états cérébraux. Si vous êtes énervé, on fait l'entraînement de l'algorithme et on empêche quelqu'un de fumer, quelqu'un qui a besoin de nicotine, ou on lui annonce une mauvaise nouvelle, les états cérébraux ils vont être différents, il va falloir réentraîner l'algorithme. Donc là, il y a des grosses limites de robustesse qui fait que toutes ces approches dites de machine learning ou de pattern recognition ne sont pas vraiment transférées à l'heure actuelle. Et on a une autre avancée qui était que, je vous disais, on ne sait pas décoder dans le cerveau une action motrice, on commence à savoir le faire. Alors là, c'est une étude en 2016, c'est une technologie qui est de ce qu'on appelle DCOG, c'est de l'électroencéphalogramme, c'est pas tout à fait invasif, c'est pas planté dans le cerveau, c'est posé au-dessus du cerveau, sur la dure mère, mais sous le crâne. C'est des patients très particuliers, notamment épileptiques, qui reçoivent ça. Et donc là, on a pu en fait décoder des intentions motrices. Alors voilà, c'est-à-dire que la personne était vraiment en train de penser à bouger. Ça va venir, je pense, peut-être. Attendez, si je fais ça. Non, ça ne vient pas. Hop. Il y a plusieurs fenêtres. Voilà, pardon. Là, en fait, on a une personne qui est en train de manipuler son propre corps, son propre doigt. Et en fait, on est capable d'identifier exactement les mouvements des doigts qu'elle est en train de faire en temps réel sur l'ordinateur. Donc on commence en laboratoire avec des gens qui ont des implants très particuliers que tout le monde ne peut pas avoir, à être capable de décoder un peu plus de la vraie intention motrice plutôt que de devoir passer par cette étape très simplificatrice d'états cérébraux. Mais ce sont que les débuts. Voilà. Hop. Donc, ce qui est marrant, c'est qu'à côté de ça, quand on parle d'augmentation, il y a eu... Alors là, je clôt un peu cet état des lieux de prothèses, exosquelettes et interface aux machines, mais à côté de ça, il y a des dispositifs beaucoup plus simples qui provoquent des réelles augmentations et qui sont en fait finalement moins médiatiques. C'est dire l'impact que l'imaginaire a. Alors on va avoir par exemple des augmentations cognitives. Alors ça c'est ce qu'on appelle la TDCS, la stimulation crânienne transdirecte, qui consiste à faire circuler un très léger champ électrique, courant électrique, entre deux électrodes. Et c'est très simple à mettre en œuvre, ce qui fait que des amateurs se mettent à le faire. Et ça a été beaucoup utilisé pour traiter la dépression ou des choses comme ça. Et on s'est rendu compte que ça peut aussi, alors les études sont partagées, mais dans celle-ci ça a montré ça, provoquer un certain gain cognitif de quelques pourcents pour par exemple du suivi d'objets, des tâches de résolution de calcul mathématiques, etc. Et donc là, on a un outil simple qui permettrait peut-être de faire quelque chose. Mais on en parle assez peu, mais certaines communautés s'intéressent beaucoup à ces choses-là. Et la CCNE, le Comité consultatif national d'éthique, avait fait une notice en 2012 sur ces neuro-enhancements et le risque qu'il y avait à ça. Donc voilà, c'est là il est intéressant d'en parler. On va avoir des augmentations sensorielles. Alors ça, c'est un dispositif assez intéressant, développé par l'université de sciences cognitives à Osnabrück. C'est une ceinture qui vous donne le sens du nord magnétique. Concrètement, c'est très simple, c'est une ceinture avec des vibreurs et une boussole magnétique, et on fait vibrer le vibreur qui est aligné avec le nord magnétique. Donc concrètement, si le nord est là, quand vous tournez, vous allez sentir la vibration qui tourne avec vous. Et en fait, ils ont fait des études où, en ayant des gens qui portaient ça pendant plusieurs semaines, les gens ont développé un sens de l'orientation beaucoup plus développé. Ils avaient une capacité à intégrer la totalité de leur changement d'orientation, et donc des capacités à se développer, par exemple, dans un labyrinthe ou dans une ville, qui étaient améliorées. Et donc, il en existe des kits comme ça qu'on peut trouver pour la cheville, etc. Donc, c'est une augmentation. Et puis, pour les exosquelettes, il y a des vraies augmentations motrices qui existent, qui sont des exosquelettes très simples, quasiment passifs, avec des ressorts, qui sont des dispositifs qui permettent de réduire la consommation énergétique. Quand vous allez courir, ça va vous coûter un peu moins cher métaboliquement. Par exemple, en stockant de l'énergie dans un ressort, ou en vous aidant en certaines phases de relevé de pied, qui sont coûteuses énergétiquement, on est capable, avec un système très simple, ça intéresse forcément, vous voyez, des chaussures militaires, certaines personnes, pour améliorer l'endurance de certaines personnes. Mais donc, finalement, c'est pas celle-là qui attire l'attention. Alors, de temps en temps, on a comme ça des gens qui viennent parler de body hack, parce qu'on a des communautés, notamment du BOD-MOD, Body Modification, qui s'intéressent aussi un peu à ces choses-là. Mais c'est assez anecdotique, ce qui existe dans ces domaines de l'augmentation, dans les communautés de grinder, comme ils s'appellent. On va avoir des gens qui se posent des LED sous la peau. On va avoir des gens qui vont se poser des aimants dans la pulpe des doigts pour ressentir le champ magnétique, ce qui leur permet, en passant la main sur un système, de sentir où est le moteur, quand ils passent dans un portique de démagnétisation, de sentir les impulsions magnétiques, tout ça. Ce qui est particulier, on rejoint le discours que j'avais sur l'anthropotechnie, c'est que ça, c'est pas des pratiques médicales, donc les médecins refusent de les faire, donc c'est des gens qui les font eux-mêmes.
avec tous les déboires que ça peut avoir. Et puis alors, il faut faire attention. Donc, on a toujours eu des choses dans les bonnes modes, des gens qui se font des pratiques corporelles particulières, mais en soi, il n'y a rien de très technologique là-dedans. Ça reste très artistique. Il faut faire attention à certains éléments que les médias détournent. Encore une fois, il y a eu des confusions entre ce qu'on appelle amputation volontaire et fonctionnelle. On a ici un jeune qui s'appelle May Offer, qui a fait parler dans les médias à un moment parce qu'il a eu une amputation partielle des doigts qui est extrêmement difficile à appareiller. Il n'y a pas de solution technique quand vous avez juste certains doigts, parce que la motorisation est dans la paume, et donc quand vous manquez des doigts, il y a très peu de solutions, du moins à l'époque, qui permettaient de juste remplacer des doigts et d'être fonctionnel. Et donc il avait un moignon extrêmement compliqué à gérer, à traiter. Il a demandé une réamputation fonctionnelle, c'est-à-dire de réamputer plus bas pour pouvoir être équipé d'une prothèse classique. Et ça a été pris par certains médias comme « ça y est, on y arrive, des gens se font amputer volontairement pour se faire poser des prothèses ». Je vous rassure, on n'en est pas du tout là. Alors dans l'augmentation, il y a un truc qui monte un peu dans le domaine de la robotique, c'est ce qu'on appelle les membres surnuméraires robotiques. L'idée, c'est de développer des dispositifs de membres robotiques portés qui servent à améliorer les capacités de manipulation d'opérateurs sains dans des milieux industriels. Là, on a des systèmes de bras supplémentaires, de doigts supplémentaires pour maintenir des objets, ou de sortes de jambes qui permettent de stabiliser des gens qui déplacent des tôles d'avion et qui ont des problèmes de déséquilibre. Il y a aussi un but de prévention des troubles musculo-squelettiques, d'améliorer l'ergonomie au travail. Quand vous lisez ces papiers, c'est très appliqué, c'est très limité. Ça n'empêche que vous allez voir, je pense, ce concept-là détourné dans les médias, je pense, de plus en plus souvent. Donc le bilan, en fait, de cette présentation, après de cette présentation d'état de l'art, c'est que finalement il y a des grandes avancées technologiques, mais que scientifiquement il y a encore plein de problèmes à résoudre sur la détection de l'intention, du contrôle, la compréhension du cerveau humain. Et là, on n'est pas du tout sûr de la vitesse de résolution de tous ces problèmes, que le transfert est très lent ou inexistant vers des produits pour les patients, qu'il y a beaucoup de preuves de concept qui ne sont pas du tout transférables, qui marchent parce qu'un patient s'est entraîné 2 ans et qu'on est dans un laboratoire où tout est contrôlé, et que surtout derrière toutes ces avancées, il y a beaucoup d'apprentissage, d'efforts de la part du patient pour maîtriser ces technologies. Alors là, je ne sais pas selon le temps que j'ai, mais j'ai quelques éléments d'illustration, un peu de réflexion sur pourquoi un tel décalage. Et quelques points sur les problèmes de vulgarisation, expliquer pourquoi il y a un tel décalage entre ce qu'on imagine et ce qui existe vraiment. Combien de temps vous pensez 10 minutes? Ok, très bien. Je vais passer rapidement. Alors, sur les mythes culturels, j'en ai parlé. En fait, le grand public, les médias sont prompts à rapprocher des avancées de la recherche d'objets de science-fiction, parce que ça parle, parce que c'est médiatique, parce que c'est rassembleur. Et donc ça joue énormément sur l'image qu'on a de l'état de la technologie. Et puis il y a d'autres points, notamment sur la vulgarisation simplificatrice et sensationnaliste. Il y a de plus en plus de formats de conférences, notamment les fameuses TED Talks, qui sont des conférences dans lesquelles on pousse le chercheur à un exercice de communication orale qui est extrêmement compliqué, un temps très court. Il y a un business aussi très intéressant derrière ce genre de conférences parce c'est une franchise et le prix n'est pas anodin. Certains s'insurgent un peu là-dessus. Je vous conseille, John Oliver a fait une parodie de ces TED Talks qui s'appelle Todd Talk, qui montre bien en fait à quel point l'exercice poussé à l'extrême devient aberrant. On pousse les personnes à très simplifier et à forcément montrer le côté révolutionnaire, game-changing, impact sur l'humanité que leur recherche va avoir. Et ça, c'est un exercice qui peut donner à faire croire qu'on est beaucoup plus avancé que ce qu'on ne l'est vraiment. Et après, on a tout un problème aussi de communication avec les médias où, entre ce qu'on fait, l'échange qu'on peut avoir et la manière dont c'est rapporté, ça peut être assez surprenant. On va avoir un problème aussi sur certaines personnes qui se revendiquent tribuns de la technologie robotique et qui joue pas mal sur ce mythe du chercheur en robotique, du Prométhée, etc., qui joue avec les médias, qui sont volontairement borderline dans leurs propos. On va avoir des gens comme Kevin Warwick qui se revendique le premier cyborg parce qu'il s'est posé une puce RFID dans le bras et qui a pas mal trusté les médias là-dessus et qui s'est posé un peu comme porte-parole alors qu'il n'est pas du tout représentatif de l'éthique et de la déontologie des gens dans ce domaine. On a ce chercheur un peu fou, Ishiguro, qui crée des clones, des actroïdes de lui-même et de toute sa famille et qui a un discours complètement
farfelus auprès des médias, mais qui finalement attirent plus souvent les médias que des gens qui travaillent sur des fauteuils roulants robotisés. Et puis on va avoir des gens, alors par exemple, on a Bruno Bonnell, qui est quelqu'un qui a créé un sorte de think tank sur la robotique et qui a créé aussi à la base un magasin de vente de robotique de service, Robopolis, et qui a écrit un ouvrage un peu naïf, Viva la Révolution. Ce sont des gens qui poussent énormément à la robotisation et qui prônent comme ça la technologie, mais avec des propos un peu simplistes et surtout qui sont extrêmement décalés de la réalité, mais qui sont des gens qui interviennent dans des think tanks qui se placent entre l'État et la communauté pour des réflexions sur le plan de la robotique en France, ces choses-là. On va avoir des gens comme Alain Bensoussan, qui est un avocat parisien spécialiste de nouvelles technologies, assez brillant, mais qui s'est lancé dans une quête de créer un droit des robots, parce que les dispositifs robotiques étant autonomes, il fallait réfléchir à peut-être créer comme il y a eu le droit de l'homme, un droit des robots. Alors, autant vous dire, ça c'est une image issue d'une TED Talk. Il y a aussi un attrait pour les médias indéniable. Derrière, il y a aussi des questions économiques importantes parce que des industriels qui développent des voitures autonomes ou des choses comme ça aimeraient bien effectivement un robot autonome soit considéré comme une entité à part, parce que juridiquement et d'un point de vue des assurances et fiscalement, ça les intéresserait de se peut-être dédouaner de la responsabilité dans un accident. Ça pose beaucoup de questions comme ça, mais quelqu'un comme Alain Bensoussan, quand il parle de robotique autonome, il va promouvoir quelque chose qui est très loin de la réalité. Il va parler de robotique chirurgicale et des risques de robotique chirurgicale. À l'heure actuelle, les robots chirurgicaux sont des dispositifs téléopérés qui sont juste des outils qui sont seuls incapables de rien. Il n'y a pas de dispositifs autonomes qui agissent, enfin qui interviennent dans une opération qui ne soit pas sous le contrôle d'un humain. Donc, ça confisque le discours et ça promeut les imaginaires. On a aussi un problème, nous, roboticiens, qui est que notre approche très mécaniste et fonctionnaliste, on découpe tout en sous-fonctions pour résoudre le problème localement. Et puis, comme ça, après, on sait faire, par exemple, un robot qui sait faire une fonction très bien. On sait faire un robot qui joue au billard mieux que vous. Là, c'est un robot de chez Fanuc, un robot parallèle qui fait du pick and place à plus de 100 G en termes d'accélération, qui est beaucoup mieux ce que pourrait faire un opérateur humain en déplaçant des pièces, où on sait faire, alors là c'est anecdotique parce que ça a été vendu comme un robot autonome alors que c'est un conducteur de moto téléopéré, donc c'est quelqu'un qui est derrière un joystick à distance, mais l'idée est que le robot fait mieux que l'homme. Et en fait, alors qu'en fait, le robot sait mieux faire pour une tâche donnée extrêmement précise, encadrée. Et le risque, c'est un peu ce qui s'est passé en 98 quand Deep Blue a battu Kasparov aux échecs. Et ben, on a eu cette espèce de généralisation de l'évaluation de la performance où on a dit, ça y est, une IA est plus intelligente que l'humain. Or, il faut remettre les choses dans leur contexte. C'est que localement, que la performance est améliorée. Et ça a lieu assez régulièrement avec les dispositifs de réparation du corps. Ce qu'on oublie, que la première capacité du corps humain, c'est sa polyvalence. Et quand on voit les prothèses qu'il y a là, alors là j'ai une vidéo d'habitude, mais je ne suis pas sûr qu'elle passe. Tac, 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 elle ne va pas passer. De Oscar Pistorius, vous regarderez si vous voyez des vidéos de lui, avec ses lames de course qui courent plus vite qu'une partie de l'humanité. Il est augmenté pour courir, mais en fait en bord de course, vous allez le voir sautiller en permanence, parce qu'avec ces prothèses de course qui sont ces lames-là, à l'arrêt il tombe. Elles ne sont pas statiques. Donc en fait, il est obligé de sautiller pour garder l'équilibre. S'il voulait se tenir debout statique, il faudrait qu'il utilise d'autres pieds. S'il voulait faire de l'escalade, ce serait encore d'autres pieds. S'il voulait faire de la nage, ce serait des pieds compatibles, ce type de marche. Là, à l'heure actuelle, vous avez ici des pieds qui vont de K1 à K3 pour aller à différentes allures de marche. Pour vous dire à quel point on sait faire, mais on segmente. Et donc, en fait, les augmentations actuelles, elles sont que locales. Il faut bien recontextualiser la totalité, enfin, quand on évalue la performance pour éviter de tomber dans cette idée de l'IA est plus forte au jeu de Go, ça y est, l'IA est plus intelligente que l'humain. Derrière ça, il y a un autre phénomène important, c'est qu'on va oublier le corps et les techniques du corps. C'est qu'il y a une négation dans toute cette manière de présenter la technologie de la complexité de l'apprentissage des techniques du corps, pour rendre hommage à Marcel Mauss là-dessus. Il y a un mythe de l'instantanéité. On est là, vous êtes amputé, on vous met une prothèse bionique et ça y est, pouf, vous en reprofitez instantanément. Or, c'est pas vrai. De la même façon, ici, j'ai une petite vidéo où on voit un enfant dans un stade de développement de sa motricité où il n'est pas capable de bouger ses mains sans bouger ses pieds. On oublie que notre corps, c'est notre premier outil. On a mis des années à apprendre à s'en servir. Et ben, il faut reconnaître qu'avec n'importe quel dispositif technique, même le plus parfait, il faudra toujours un apprentissage particulier.
et que l'effacement de la complexité, on va confondre l'expertise motrice et l'augmentation. On va voir quelqu'un qui a une prothèse qui fait des 360 degrés avec son poignet et capable de nouer ses lacets, on va se dire cet homme est augmenté. En fait, c'est juste un expert qui a passé des heures d'entraînement et qui donne l'illusion qu'il est presque aussi bon, mais c'est une illusion. Et donc, ça pose un peu un problème sur les patients qui sont confrontés d'un coup à la réalité et qui ont eu cette image en fait d'instantanéité, qui sont complètement désarmés devant la complexité à apprendre à utiliser ce dispositif. Et ça, c'est aussi lié au fait que finalement, ces systèmes-là, comme on rêverait de les fantasmer comme de nouveaux morceaux de corps et pas comme de simples outils, on s'affranchit un peu de cette phase de apprendre une nouvelle dextérité, un nouveau savoir-faire. Le discours transhumaniste, je reviens un peu là-dessus, mais je vais être très rapide, c'est que derrière, pas mal d'idéologies pour ou contre vont avoir une tendance à simplifier énormément, à revenir à une approche mécaniste, c'est-à-dire qu'on est en 2016, mais on va ressortir qu'il y a le corps d'un côté et puis il y a l'esprit d'un autre, parce que quand on parle de transférer sa conscience sur une clé USB et de transcendance à ce niveau-là, on fait un gros déni des intrications très importantes que maintenant des siècles de recherche ont montré entre le corps et notre conscience, notre cerveau, notre esprit. Je ne sais pas comment l'appeler, je ne suis pas un spécialiste de ces questions-là, et ça, il y a eu certaines approches cognitivistes dans nos domaines de recherche en neurosciences où on parle d'objets réseaux de neurones qui sont des fonctions mathématiques approchant le neurone mais qui sont très loin d'un neurone réel et où on a fait le parallèle. Il n'y a plus de bouquins en neurosciences cognitives où on ne fait pas ce parallèle entre les réseaux de neurones artificiels et réels, et ça a pas mal joué sur l'imaginaire humain que ça y est, on a des robots, on a des cerveaux dans l'ordinateur, que ça marche pareil et que la transition elle serait proche. On en est quand même assez loin et il y a beaucoup de courants à l'heure actuelle, j'en cite que certains, de sensorimoteur, les théories de l'énaction, de la cognition incarnée, qui montrent que je veux dire, le corps et le mental sont extrêmement intriqués, bien plus qu'on n'a jamais pu le penser. Alors les conséquences en fait de cet imaginaire, ça peut paraître anecdotique, on peut se dire que c'est simplement un chercheur qui s'offusque que sa recherche soit mal médiatisée, mais elles sont réelles. Sur la perception de l'innovation, déjà il y a un biais perceptif qui est introduit dans le jugement des avancées techniques. Nous, quand on fait une fête de la science et qu'on a des enfants qui regardent nos exosquelettes, ils disent mais c'est tout. Ça fait que ça. Eh ben, ça peut paraître anecdotique, mais on va voir la même chose avec des patients, avec les utilisateurs. Et donc on va avoir des problèmes de déception. On est encouragé de plus en plus nous, à faire de la futurologie, c'est-à-dire que si on veut être à la mode et attirer le grand public, il faut qu'on fasse des trucs science-fiction. Et puis vers une modulation du changement de valeur, on peut se demander si des fois la valeur d'une innovation, et c'est vraiment celle qui répond aux besoins d'un patient, ou si celle qui est plutôt la valeur, elle est liée à la proximité avec la technologie. J'ai un exemple assez moche, c'est que par exemple, je vous parlais du Russian Arm de 1964, cette première prothèse myoélectrique contrôlée par les muscles. Et ben, en 2016, la prothèse de Konami, qui est un éditeur de jeux vidéo qui a sponsorisé le développement d'une prothèse technologique inspirée d'un de ces jeux vidéo, et ben, fonctionnellement, elle n'a pas évolué par rapport à la prothèse de 64. Elle est toujours contrôlée en myoélectrique avec les mêmes faiblesses de contrôle successif, très limité, pas de retour sensoriel. Par contre, en 2016, on va avoir des innovations technologiques comme une station d'atterrissage d'un mini-drone, une station de recharge de smartphone, un laser, une torche rechargeable qui peut clignoter au battement du cœur. Voilà. Donc, il faut faire attention à où on va au niveau du développement technologique. Si on cherche à attirer les financements, les médias, etc., ça va donner des choses qui ne vont plus du tout répondre à des besoins réels. Ça va jouer sur l'orientation de la recherche parce que cette pression temporelle sur la recherche, genre on est en 2016, il faudrait que là, les innovations de retour vers le futur qui se passent en 2015, on devrait les avoir maintenant. Ça va avoir un effet de péremption et de dépression thématique, on va passer très vite d'une chose à une autre pour aller vers le nouveau, ça va faire des proof of concept où, ça y est, on l'a montré dans les médias, on oublie, alors que la phase de transfert, elle est extrêmement dure, comme vous avez pu voir, et celle-là, transférer quelque chose qui a buzzé dans les médias, où est la gloire là-dedans ? Ça veut avoir donc un retour de bâton sur l'orientation des thématiques de recherche, ou quand on regarde le site de l'Europe sur certains projets, quand on regarde l'imagerie qui est utilisée pour décrire l'interface homme-robot ou la robotique, eux, ils sont clairement bien plus avancés qu'on ne l'est à l'heure actuelle. C'est anecdotique, mais ça décrit à quel point si vous tapez robotique dans une base d'images, vous allez avoir que des concepts 3D ou cyborg très loin, ou réparation homme augmenté, on va être très loin d'un patient avec une prothèse.
Et puis, il va y avoir une dérive, une confiscation du débat. La question transhumaniste, elle revient tout le temps sur ces dispositifs-là. Il va y avoir des débats universitaires organisés sur le corps réparé, le corps augmenté, qui vont être trustés par ces questions-là, idéologiques, politiques, qu'il y a derrière, avec une simplification du débat pour ou contre, avec une opposition de nature technique. Il y a tout un tas d'ouvrages qui ont été publiés récemment, plus ou moins polémiques, de politiciens qui investissent ce terrain-là, et ça devient le terrain de jeu, d'affrontement de conservateurs et de libéraux, comme ce le serait sur n'importe quel autre domaine. Et il y a des risques de s'écarter d'une réalité, d'une réflexion réelle qui devrait se faire sur l'innovation, le corps, la technique, la société, et une évacuation du patient. On oublie le corps meurtri, souffrant, mal réparé. On montre celui de Amy Mullins, qui est mannequin. Le patient, il y a le risque qu'il devienne un prétexte des technosciences, qu'il soit là comme faire valoir d'une recherche qui est décalée. Et puis, ça a un effet direct sur la complexification, l'état liminaire, c'est-à-dire du sujet appareillé. C'est-à-dire qu'on a des patients, eux, ils se sentent handicapés, mais pourtant, les médias ou le grand public commencent à les voir comme des cyborgs, parce que ça y est, ils sont équipés d'une prothèse polydigitale et ils errent un peu dans un état de qu'est-ce que je suis. Alors, on va avoir des patients qui vont se servir de ça pour peut-être se reconstruire une identité. Ils vont avoir une prothèse ostentatoire. Mais on a toute une autre partie qui, eux, cherchent à se noyer dans la masse et qui se retrouvent un peu perdus de voir des gens de pièces et main d'œuvre venir tracter à un colloque de la MGEN sur les questions de réparation du corps en disant « Attention, il y a des transhumanistes dans cette salle ». Il n'y aurait pas eu la même chose sur des cannes anglaises ou sur un fauteuil roulant. Et donc, ça complexifie vraiment la relation entre la technique et le corps chez ces patients-là. Voilà, donc je conclurai là-dessus sur le fait qu'il est dangereux de construire des réflexions sociétales et éthiques seulement sur un imaginaire. J'ai essayé d'illustrer un peu qu'il faut, et c'est un point très important, promouvoir un esprit critique et donner des clés au grand public et faire attention à la vulgarisation trop simplificatrice pour que le grand public soit capable de démystifier un peu les annonces technologiques, parce que c'est quand même un certain nombre de grands groupes industriels avec des intérêts particuliers qui promeuvent certaines idéologies pro-technologiques, qui assurent à l'heure actuelle, peut-être, qui vont assurer dans les années à venir l'éducation à la technologie des nouvelles générations, sans être alarmant forcément sur ce point. Et puis qu'il faut reconstruire le débat sur la réalité technique et la réalité des patients pour combattre, entre guillemets, l'aspect idéologique qu'il peut y avoir derrière ces points-là qui ne devraient pas. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je suis prêt à répondre à vos questions.